Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. À la radio, vous ne touchez à rien. À la télévision, le canal 27 de la TNT. On vous salue. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, et comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité est ministre de l'Éducation. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. 3 jeunes femmes ont été arrêtées hier soir dans l'Essonne dans le cadre de l'enquête sur la voiture retrouvée à Paris dimanche avec des bonbonnes de gaz. 3 jeunes femmes fanatisées, radicalisées, a dit le ministre de l'Intérieur, qui s'apprêtait à commettre un acte terroriste. C'est la première fois sur le territoire français que des jeunes femmes sont impliquées, qui étaient elles-mêmes potentiellement des auteurs d'actes terroristes. Cette féminisation du terrorisme doit-elle nous inquiéter, Najat Vallaud-Belkacem? Bon, d'abord, la menace est constante. Et nos services, nos forces de police sont à l'œuvre en permanence sur ce sujet. Je crois qu'il faut quand même saluer, en effet, leur capacité, en l'occurrence, à avoir déjoué cet attentat. La féminisation de la radicalisation et du djihadisme, ça fait malheureusement quelque temps qu'on la constate et qu'on s'en alarme. En soutien parce qu'on voit d'actes terroristes, là, elle s'apprêtait elle-même, visiblement même, l'une des jeunes filles avait adressé un message d'adieu à sa mère, donc elle-même à commettre un acte qui aurait pu être un acte de kamikaze en fait. Oui, c'est vrai que du coup, il y a un élément nouveau. Ce qu'on voyait jusqu'à présent, c'était des jeunes filles, de plus en plus jeunes d'ailleurs, partir pour le djihad en Syrie. C'était déjà suffisamment préoccupant. On avait, sauf à une exception près, pas vu de femmes sur le point ou commettant un attentat. Les femmes ne sont pas combattantes. À proprement parler, absolument, elles ne sont pas combattantes, elles sont à l'arrière. Mais en tout état de cause, même quand elles sont à l'arrière, de toute façon, ça veut dire qu'elles soutiennent et qu'elles permettent le système. Donc elles sont tout aussi coupables, évidemment, que les hommes qui s'engagent. Et le sujet, pour nous, est extrêmement préoccupant. C'est la raison pour laquelle nous avons tous les efforts que nous faisons en termes de lutte contre la radicalisation, y compris dans nos établissements scolaires, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réprimer une fois qu'on sait, il s'agit aussi de prévenir par le développement de l'esprit critique, par le travail sur Internet, les médias, la distinction entre l'information et la désinformation. Et donc, les filles comme les garçons sont concernés. Et donc, vous le disiez, Najat Vallaud-Belkacem, la menace terroriste demeure très importante. Le président de la République a prononcé hier un discours sur la démocratie face au terrorisme. Il n'a pas parlé que de cela. On a noté aussi dans le discours du président de la République hier des accents de candidat à la prochaine élection présidentielle. On l'écoute. Je vous l'affirme, je ne laisserai pas la France être abîmée, réduite, voire ses libertés mises en cause, son état de droit contesté, son éducation réduite et sa culture amputée. C'est le combat d'une vie. Je ne laisserai pas la France. Donc, candidat sans le dire? Moi, j'ai trouvé d'abord que c'était un discours de président de la République, plus que de candidat. C'était un discours de président de la République conscient de la gravité de la situation. Président de la République et candidat. Et c'était en effet un discours très offensif, et donc évidemment ses partisans et ceux qui veulent le voir candidat, et j'en fais partie, auront été très heureux de l'entendre dire en particulier je ne laisserai altérer la France ni dans les mois ni dans les années qui viennent, bien sûr. Vous aviez besoin de ces signaux-là? En tout cas, c'était un moment extrêmement fort et très agréable, très enthousiasmant, parce qu'on y a vu à la fois une hauteur de vue. Enfin, franchement, qu'est-ce que ça contraste avec la cour de récréation de la primaire de la droite, par exemple, ou même de certains candidats, honnêtement, de la primaire de la gauche, que d'avoir un discours d'une telle qualité qui est d'une cohérence et d'une force et encore une fois d'une hauteur de vue comme on avait rarement vu. On a eu l'occasion d'entendre parler à la fois de sécurité, de démocratie face au terrorisme, puisque c'était ça le sujet, mais aussi de notre modèle républicain au sens large, de la France, de son identité, de ses valeurs, de son passé, mais aussi de son avenir. Et je pense que ce faisant, il a tracé un cap très important dans lequel tous les Français peuvent se reconnaître. S'il y avait de la hauteur de vue, comme vous dites, quel sens ça a pour le président de la République de se présenter à des primaires d'un parti politique? Puisque c'est ce que va faire visiblement François Hollande en acceptant de se soumettre à la primaire du Parti Socialiste. C'est incompatible, non? Mais en fait, l'objet de la primaire à gauche... du Parti Socialiste, oui. Oui, voilà, du Parti Socialiste, c'est de trancher une orientation politique et une incarnation. Et donc, être président de la République, ça ne suffit pas à emporter l'adhésion du Parti Socialiste. Non, mais soyons clairs, Jean-Michel Apathy, si vous me posez la question, j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Moi, j'estimais qu'il avait la légitimité suffisante pour y retourner sans passer par une primaire. C'est un abaissement de la fonction de se soumettre à une primaire. Simplement, c'est lui-même qui a souhaité le faire parce qu'à partir du moment où d'autres candidatures se sont manifestées, il préférait avoir à la fin du jour
la légitimité établie par un vote des primaires plutôt que de passer en force ou de donner l'impression de passer en force. Donc c'est son choix. Il a décidé qu'il participerait à cette primaire. En tout cas, il le dira en décembre s'il est candidat à y participer. Et moi, je pense qu'en tout état de cause, sans attendre même que la primaire ait lieu, nous pouvons commencer à défendre notre action, notre bilan, nos valeurs auprès des Français. Nous avons largement de quoi. Si vous êtes fan du président de la République, on vient de l'entendre avec le Premier ministre, ça a l'air plus compliqué. Interview dans le Nouvel Obs de cette semaine. Manuel Valls a son identité politique et moi, j'ai la mienne. Clairement, le différend porte sur l'islam. Qu'est-ce que vous entendez par cette différence? Comment faut-il la comprendre? Il n'y a pas d'opposition entre le Premier ministre et moi-même. Ne pas être identique, pour reprendre la formule que vous venez d'utiliser, ne signifie pas ne pas être complémentaire. Et je crois honnêtement que nos propos sont complémentaires. Quand vous prenez le temps de bien regarder les miens, en tout cas. Parce que moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, comme lui... C'est un mot diplomatique, je vais vous expliquer. Différent. Moi, je dis que l'enjeu numéro 1 pour notre pays, c'est de combattre et d'assécher le terrorisme qui nous fait tellement souffrir. Que pour ce faire, il nous faut bien sûr neutraliser les terroristes, c'est-à-dire déjouer les attentats, on l'a vu tout à l'heure, intervenir en Syrie, être impitoyable avec les fanatiques. Mais il nous faut aussi neutraliser les idées que diffusent les terroristes dans notre société pour recruter d'autres djihadistes en puissance. Or, quelles sont ces idées? Il suffit de lire leur prose pour le comprendre. L'idée principale, c'est finalement dans cette société occidentale, européenne, française, derrière la supposée liberté, égalité, unité de tous, les musulmans ne sont pas vraiment traités pareillement. Les musulmans ne sont pas vraiment les bienvenus. Et donc moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui, dans notre débat public, dans nos focales médiatiques, vient conforter cette idée que les musulmans sont des citoyens à part, qu'ils ne sont pas également traités comme les autres, etc., conforte la campagne des terroristes. Et que c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Mais le Premier ministre le fait. C'est à la droite que je m'attaque en réalité. Très attention à ne pas agiter de peur et de sentiment d'exclusion à l'égard des musulmans. Et cette discussion, elle continue dans 90 secondes. L'info à 8h40, c'est Victor Mathès sur France Info. Elles ont été entendues. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Najat Vallaud-Belkacem. Ce matin, question Gilles Bernstein. Est-ce que cette question de l'islam isole le Premier ministre à gauche? Est-ce qu'il se trompe de combat? Non, parce qu'une fois de plus, je ne veux pas qu'on interprète... Non, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Non, je ne veux pas qu'on interprète mes propos. Soyons clairs. Le Premier ministre, sur une radio, c'était sur RMC, a dit que vous trompiez quand vous pensiez que les arrêtés anti-Burkini étaient une dérive. Il y a quand même un problème politique quelque part. Soyons honnêtes avec ce que dit le Premier ministre. Ah, mais absolument. C'est vrai qu'il a soutenu, dans un premier temps, les arrêtés anti-Burkini, qui s'appuyait sur des situations d'ordre public. D'ailleurs, celui de Cisco, par exemple, a été validé en justice parce qu'il y avait bel et bien un trouble à l'ordre public. Par le tribunal administratif. Par le tribunal administratif. En revanche, le Premier ministre a été l'un des premiers aussi à dire qu'il fallait faire attention à la stigmatisation des musulmans. Donc, si on veut bien mettre bout à bout ces deux expressions-là, on voit que le Premier ministre, au fond, a conscience, contrairement à la droite, et c'est pour ça que c'est à la droite, moi, que je m'en prends, a conscience de la nécessité de ne traiter ces sujets qu'avec beaucoup de prudence pour ne jamais donner le sentiment aux musulmans, encore une fois, d'être des citoyens à part. Et lui manque de prudence. Le Premier ministre ? Oui. Non, je crois, honnêtement, enfin, je veux dire, moi j'appartiens à un gouvernement qui, sous son impulsion à lui, n'aura jamais fait autant pour lutter contre le racisme, contre les discriminations, contre les stigmatisations. La discrétion qu'on demande aux musulmans, Jean-Pierre Chevènement, et d'ailleurs Manuel Valls a répété ses propos, la discrétion, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que François Hollande, hier, dans son discours, a eu un propos que je voudrais souligner et saluer en disant que finalement, lorsqu'on s'adresse par exemple aux musulmans pour leur dire d'être vigilants avec le cancer qui peut les gangréner en leur sein, c'est-à-dire l'islam radical, eh bien cette vigilance, elle s'adresse à tous les Français. C'est pas seulement les musulmans en tant que musulmans, c'est les musulmans en tant que citoyens, comme on pourrait s'adresser à tous les citoyens pour leur demander de faire attention, de veiller à la sécurité autour d'eux, etc. Et je pense que c'est ce discours-là qu'il faut avoir pour ne pas donner l'impression aux musulmans d'être finalement présumés coupables de quelque chose. Et cette présomption de culpabilité, honnêtement, je vous le redis de façon très claire, ça n'est pas chez Manuel Valls qu'elle est aujourd'hui, elle est dans le débat public porté par un discours de droite qui est devenu de la droite extrême, qui ne prend plus de gants sur aucun sujet, qui envisage des lois d'exception dans lesquelles on légifère
légiférerait sur les attributs vestimentaires d'une religion et d'une seule. Enfin, c'est pas Manuel Valls, il est contre cette législation-là. Donc, il a dit qu'il réfléchissait au voile à l'université. Exactement. Il a dit qu'il y réfléchissait au voile à l'université. Est-ce que vous y réfléchissez? Enfin, là encore, je pense qu'à chaque fois, il faut prendre ses propos dans leur intégralité. Il a clairement dit, et ça fait partie de cette identité qui est la sienne, en effet, qu'il était révulsé par tous les attributs vestimentaires qui peuvent donner l'impression qu'une femme est soumise, etc. Mais en même temps, il a ajouté qu'il était impossible, constitutionnellement parlant, d'interdire le voile à l'université, donc qu'il ne le ferait pas. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que dans la vie, on peut désirer des choses dans l'absolu, mais s'en tenir à des règles de droit, à des institutions républicaines. Et c'est un républicain, Manuel Valls. Najat Vallaud-Belkacem, les enseignants en colère hier. Alors c'est vrai que la journée de grève n'a pas beaucoup mobilisé. Il y avait à peu près 5% de grévistes, mais tout de même, cette réforme des collèges qui décidément ne passe pas. Oui, enfin c'est votre interprétation, pardon, mais moi ce que je constate, si on regarde un petit peu comment la rentrée scolaire s'est passée dans les collèges, je peux vous dire que je suis allée dans beaucoup de collèges ces derniers jours et pas que des collèges extrêmement enthousiastes, il en existe aussi à l'égard de la réforme du collège, mais y compris des collèges moins enthousiastes. Je peux vous dire que partout, et c'est formidable à voir, vous avez des équipes de professeurs qui s'organisent, qui font des réunions pour réfléchir à la façon dont, classe par classe, on va organiser cet accompagnement personnalisé, on va retenir les thèmes des enseignements interdisciplinaires pour que ce soit le plus utile possible aux enfants en question dans le contexte qui est le leur. Et je trouve que c'est formidable de voir des équipes travailler ensemble, c'est-à-dire sortir un petit peu de cette logique qu'on avait au collège de l'ultradisciplinaire où chaque professeur est dans sa discipline et avoir des professeurs qui travaillent en groupe autour de l'intérêt des élèves, qui du coup, en croisant leurs regards, les connaissent mieux et donc les aident mieux à réussir. Vous pensez qu'il y a unanimité autour de cette réforme? Non, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, vous n'avez pas dit ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une coupure entre les enseignants et la gauche aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, en fait, clairement, comme ce serait également le cas dans votre entreprise, par exemple, à chaque fois qu'on apporte une réforme d'ampleur qui réorganise les modes de fonctionnement des gens, c'est compliqué, c'est contraignant. Les professeurs ont un métier déjà en soi qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeant. On leur apporte en plus ces réformes-là. Je comprends que ce soit difficile et je veux leur dire sincèrement tout le respect que j'ai pour eux, y compris ceux qui s'opposent à la réforme. Peu m'importe le sujet, c'est que je sais la difficulté de leur tâche et pour cela, nous les accompagnons. Vous savez, on nous avait dit « Ah, mais cette réforme, c'est une réforme d'économie ». Ah, il apparaît que nous créons 4000 postes pour l'accompagner. On nous avait dit c'est une réforme qui va laisser les enseignants livrés à eux-mêmes. Ah, nous avons déployé 700 000 jours de formation l'année dernière et nous en faisons autant pour accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la réforme. On nous avait dit c'est une réforme qui supprime le latin et l'allemand. Ah, il n'y a jamais eu autant d'élèves qui feront du latin et de l'allemand que cette année. C'est une réforme qui trouve sa place, dites-vous, dans l'éducation nationale. Donc il n'en reste de cette réforme que les aspects extrêmement positifs, c'est-à-dire de meilleurs apprentissages pour les élèves. On parle de mixité sociale dans les collèges, notamment Gilles Morstein. Thomas Piketty a pointé justement ce manque de mixité sociale dans les collèges, particulièrement à Paris. 1% d'élèves défavorisés dans certains collèges, 60% dans d'autres. Différence énorme. Comment y remédier? Faut-il imposer à l'enseignement privé des obligations comme à l'enseignement public? J'ai lu, d'ailleurs vous avez vu que je lui ai répondu à Thomas Piketty. Vous avez validé son analyse, les chiffres qu'il donnait sur la ségrégation absolument. sociale. Bien sûr, je ne peux que constater comme lui qu'il y a une forte ségrégation sociale, notamment d'ailleurs dans les collèges parisiens, puisque c'est l'objet de son étude, et qui s'explique très simplement, cette ségrégation sociale, par des décennies à Paris de politique de l'habitat, et je ne parle pas de la majorité actuelle évidemment, de politique de l'habitat qui a poussé à cette ségrégation sociale. Et donc, le sujet, c'est comment on fait pour y remédier. Et en fait, là où je diverge un peu avec Thomas Piketty, c'est que moi, je ne crois plus à la norme unique qui vienne du haut et qui s'impose à tous les territoires. On l'a testé par le passé. Rappelez-vous, la norme unique qui vient du haut s'agissant de lutter contre la mixité sociale, ça a consisté soit à dire on supprime la carte scolaire, comme ça les familles, elles vont où elles veulent. Nicolas Sarkozy, 2007, il l'a fait, on sait où ça a conduit. C'est-à-dire à une surghettoisation des établissements dont s'échappaient les familles qui avaient les moyens de s'échapper et dans lesquels restaient les autres. Donc ça, c'était la première solution venant du haut uniforme. La deuxième solution, y compris portée par la gauche en son temps, c'était de dire non, au contraire, il faut rigidifier toute la carte scolaire. C'est-à-dire quand on habite quelque part, on va dans le collège de son territoire. Ça ne marche pas. Mais ça aussi, ça ne marche pas. Puisque du coup, les gens, ils vont dans le collège qui est ghettoisé, du territoire ghettoisé. Donc, voilà. La troisième voie, c'est celle que je porte, qui est de dire on part du territoire.
on va sur place. Les territoires sont différents. Dans un territoire urbain et dans un territoire rural, évidemment, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Dans un territoire urbain, on peut imaginer, par exemple, redécouper la carte scolaire en suivant le tracé des transports urbains, ce qui permet finalement de répartir les élèves dans plusieurs collèges. Mais comme il y a un transport urbain rapide, en 5 minutes, on peut atteindre l'autre collège sans difficulté, ce qu'on ne peut pas faire en ruralité. Donc, dans un territoire urbain, on va adopter cette solution-là avec la collectivité locale concernée. Dans d'autres territoires, on va avoir un autre type de solution qui va consister, par exemple, à faire des secteurs multicollèges, à accepter. C'est un travail très lent. Non, c'est un travail de dentelle. C'est un travail de dentelle qui voit le jour cette année. Il y a 25 territoires qui ont décidé comme ça de trouver des solutions avec nous. On le fait ensemble. Franchement, les territoires sont de droite comme de gauche. C'est la première fois qu'on arrive à trouver des solutions pratiques. Et après, il faudra continuer. C'est vrai que ça prendra quelques années. Najat Vallaud-Belkacem, l'émission politique continue sur France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Najat Vallaud-Belkacem. Emmanuel Macron était à Roquevieille, c'est dans le Cantal, et c'était mercredi. Oui, je le dis comme Jean-Michel Apathy, c'est comme ça qu'on m'a dit de le dire. Très bien. À Roquevieille, il a dit cette phrase je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Est-ce que vous savez d'abord de quoi il s'inspire? Vous allez le voir tout de suite. Écoutez. Ah, c'est parti. Il faut qu'on on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Oui. Les tontons flingueurs. Donc c'est le tonton flingueur de la gauche alors, Emmanuel Macron? Il n'est pas là pour beurrer les tartines. Non. D'abord, il faut faire attention avec les tartines qu'on beurre, parce que quand on les fait tomber, généralement, c'est du mauvais côté. Oui, ça c'est une célèbre n'est-ce pas théorie. Mais non, pour le reste... Il est ingrat. Vous savez pas quoi bah, dire. dis donc. Non, mais Dites il le a... fond de votre pensée. Vous avez envie de dire Allez, oui, allez, vite. allez, Là, allez. on Il a un ressent, manque, là. il Est-ce a qu'il y a un de manque- l'ingratitude il a chez un Emmanuel manque Macron? flagrant de loyauté qui... Et pour moi, la loyauté, non pas un principe politique intangible, mais une éthique personnelle. Voilà. En même temps, il dit, et il n'a pas tort là-dessus, beaucoup de gens veulent que quelque chose change. Et là, Bien si sûr. on a écouté la salvagram hier, on est reparti pour un Hollande-Sarkozy. Pas très excitant quand même. Hein. Enfin, c'est votre avis à vous. Beaucoup de Je suis gens le d'accord pensent. que Sarkozy, c'est pas très excitant. Mais Oui, enfin, enfin, là, j'y peux pas grand-chose Si et on- je enfin, n'irai pas quand on participer regarde aux les primaires autres de la droite. démocraties, on assiste rarement à la répétition de ce qu'on a déjà connu. Ça change, quoi. Ah, donc, Emmanuel Macron, il incarne ça, le changement. Mais Vous y êtes sensible? dites-moi, Jean-Michel Apathy, vous trouvez que 5 ans, c'est très long? Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je Ouais, trouve allez-y. qu'en fait, c'était une erreur d'être passé au quinquennat. Il est trop Parce tard que- là. Parce que je trouve que, vous voyez, par exemple, vous donnez le sentiment que c'est bon, là, François Hollande. Emmanuel Macron Mais 5 s'appuie ans, là-dessus. Il a eu 5 ans pour agir. C'est très, très court, 5 Emmanuel ans. Et Macron moi, je s'appuie pense là-dessus. qu'au contraire, on devrait aller vers des durées de gouvernance qui sont plus longues. Parce Il ne que... s'appuie pas seulement sur les 5 ans, il s'appuie aussi sur des années de député, etc., sur une classe politique qui est la même depuis 25 ou 30 ans. C'est là-dessus qu'il s'appuie. Enfin, en quoi est-ce que, en l'occurrence, Emmanuel Macron tranche avec ça, avec le système, comme il se plaît Ah, à il a l'appeler? 38 ans. Enfin, c'est une plaisanterie. L'âge. quoi. Pourquoi c'était une plaisanterie? Parce qu'il ne tranche en aucun cas avec le système. Parce Il que- lui appartient totalement. Non seulement il lui appartient, mais il a été particulièrement aidé par le système. Donc c'est en ça que c'est une duperie. Donc moi, je veux dire qu'il ait envie d'aller chercher des idées neuves, etc. C'est son droit. Enfin, honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas entendu beaucoup. Hein. Mais à un moment donné, qu'il sache ne pas cracher sur le système qui l'a vu naître, qui l'a aidé, qui l'a porté, et qu'il sache ne pas cracher aussi sur le président de la République qui lui a donné sa confiance. Voilà, de façon Bon, donc, exceptionnelle. le C'est jugement la est moindre assez- des choses. Le jugement est assez sévère. Alstom, l'usine pourrait fermer à Belfort. Écoutez Arnaud Montebourg, il était hier à Reims aux assises du produire français. Tout cela, pour moi, traduit le laisser-faire. On prend des engagements et on les délaisse. Pour moi, c'est Florange qui recommence. C'est Florange qui recommence, dit Arnaud Montebourg. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça nous renvoie à ce début de quinquennat qui a marqué une série d'incompréhensions avec l'opinion publique et qui explique, je pense, pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui si bas dans les sondages, en gros. Parce que, par exemple, Florange est resté comme le symbole, soi-disant, des renoncements de la gauche au pouvoir. Soi-disant. Oui, soi-disant, parce que quand on regarde la réalité de ce qui a été fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses qui ont été apportées, y compris en matière de réindustrialisation de notre pays, soyons un peu sérieux.
et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus à leur juste mesure parce que les frondeurs, une partie de la gauche, etc., auront passé leur temps à agiter le symbole de Florange. Et donc, Arnaud Montebourg, d'une certaine façon, a une part de responsabilité dans tout cela. Et c'est très étrange aujourd'hui de le retrouver dans les candidats à la primaire parce qu'on a envie de lui dire pourquoi tu n'es pas resté aux responsabilités, un peu comme Emmanuel Macron d'ailleurs, pourquoi tu n'es pas resté aux responsabilités, pourquoi tu n'as pas fait tout ce qui était en ton possible pour continuer à agir et à réindustrialiser la France, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Guy Birnbaum. Julie Gaillet est en une de Paris Match et du Parisien Magazine. Dans Paris Match notamment, on peut lire que la compagne du président de la République devrait lui apporter son naturel et son énergie. Elle va faire campagne avec lui ? Enfin, je ne connais pas suffisamment Julie Gaillet pour parler à sa place, mais... Vous avez vu Paris Match? Vous l'avez vu, le journal? La une, vous avez vu... Oui, enfin, à vrai dire, je ne l'ai pas lu, mais, je crois que c'est une personnalité indépendante qui a plutôt manifesté jusqu'à présent une envie de se tenir à l'écart et qu'il faut respecter cette envie. Vous pensez que c'est une officialisation de la relation ou ça n'a rien à voir? Il faut demander ça à Paris Match, je ne sais pas. Ah non, pas Paris Match. Je ne décide pas de leur ligne éditoriale. On est toujours surpris de voir les responsables politiques dire surtout la vie privée, respectez-nous, etc. Puis ensuite, on joue avec les images, on fait passer des messages. On s'interroge toujours sur l'attitude des responsables politiques dans ces cas-là. Vous partagez nos interrogations? Moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, c'est ce que je m'applique à moi-même. Dans la mesure du possible, il faut se tenir éloigné de la presse people. Voilà. Les Pokémon. Mais parfois, et je pense que c'est le cas en l'occurrence, la presse people vient vous chercher sans que vous n'ayez rien demandé. Est-ce que vous avez cherché des Pokémon en venant à la maison de la radio? Tiens, j'essaye moi. Ah oui, essayez, Guy. Non, mais enfin, moi Pikachu est tout on m'a près de vous. expliqué, mais je suis pas Parce que pas vous avez accro de ce jeu, non. Parce que vous avez souhaité, on vous pose la question, parce que vous avez souhaité il y a quelques jours que, si possible, les établissements scolaires soient un peu épargnés par cette folie de la recherche des Pokémon. Ouais, pour des raisons que vous comprendrez bien. C'est que imaginez un attroupement qui se crée dans la cour d'un établissement scolaire parce que se baladerait ce qu'on appelle un Pokémon rare, c'est-à-dire les plus précieux de ces petites bêtes qu'il faut attraper et que, enfin, je veux dire, ça poserait des problèmes de sécurité. Donc, il faut faire très attention à ça. Et en effet, les établissements scolaires ont la possibilité de demander à l'éditeur du jeu d'être exclu. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à vous. Et merci à tous.